Du temps que nous faisait avancer. Partez mes enfants, que vous avez 20 ans, partez en vacances, que vous verrez agile sur l'eau. Alors, de la Révolution française à Bacchus. Bacchus, le dieu du vin, n'est-ce pas? Ben, beaucoup plus que ça, mais donc c'était vraiment le dieu inventé, pour ainsi dire, par les anciens Grecs, qu'ils appelaient Dionysos, n'est-ce pas? Et les Romains préféraient l'appeler Bacchus. Et Bacchus est le dieu qui a donné aux gens l'art de la viticulture. Parce que le vin est une boisson mystérieuse. L'était déjà quand on a inventé, pour ainsi dire, le vin. Bien sûr, le vin n'a pas été inventé. Le vin s'est inventé lui-même, naturellement. C'est un jus de fruits qui, à un moment donné, quand la température est bonne, les conditions sont bonnes, où démarre une fermentation. C'est un processus chimique très simple, où le sucre qui est dans le jus de raisin est transformé en alcool. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de la nature de faire ça, n'est-ce pas? Parce que le sucre, il y a beaucoup de sucre, mais l'alcool, c'est du sucre, bien sûr, fermenté. Alors, c'est tout simple, c'est donc le sucre qui devient alcool, et l'alcool, donc, transforme le jus de sucre, le jus de raisin sucré, en vin sec, en fait. Après la fin de la fermentation, il n'y a plus de sucre, il n'y a que de l'alcool. Et c'est un vin sec, pas sucré du tout. Mais vous savez tous que l'alcool, attention, c'est quelque chose de spécial. Des fois, ça me rend... Je vois plus clair, je comprends tout quand j'ai bu quelques verres. Et des fois, je bois trop et je ne comprends plus rien du tout. Alors l'alcool, attention, c'est dangereux. C'est bien, c'est dangereux. Avec modération. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça le mystère du vin, n'est-ce pas? Et il y a d'autres plantes qui font ça, d'autres plantes qui ont une certaine influence comme ça, comme le marijuana, des choses comme ça, qui vous font rêver peut-être, n'importe quoi, ou donnent des cauchemars. Alors, c'est dangereux. Et tout cela, c'est un mystère pour les anciens. Et les anciens Grecs, et après eux, les Romains, ont expliqué tout cela en disant que c'était un don, ou un don d'un dieu, Bacchus, Dionysos, dangereux. Et attention donc. Mais c'est un don tout de même, et c'est quelque chose dont il faut profiter, donc c'est bien, mais attention. Alors c'est ce dilemme, en fait, quand on est devant ce phénomène du vin, n'est-ce pas? Voilà, mais je ne vais pas parler donc des implications philosophiques et religieuses de Bacchus, mais de parler donc de son invention de la viticulture, l'idée de pouvoir donc faire pousser des vignes et cueillir des raisins et en faire du vin, n'est-ce pas? Tout cela a commencé, en fait, nous sommes juste un bon moment pour fêter parce qu'il y a 10 000 ans à peu près. Moi, j'aime penser que c'est cette année-ci. Donc, c'est parce qu'on sait qu'il y a 10 000 ans, donc 8 000 avant Jésus-Christ, c'était le temps du néolithique, on dit en français, non? Le néolithique. Où on a commencé à inventer, pour ainsi dire, l'agriculture, y compris la viticulture. Donc on fait du vin. On fait du vin depuis 10 000 ans. Et on a commencé où les vignes, les vignes qui donnent du vin, la vigne qui donne du vin, vitis vinifera en latin, où cette plante poussait dans la nature, et c'est au pied de la chaîne du Caucase. C'est surtout en Transcaucasie, où il y avait cette vitis vinifera, dont les différents cépages sont connus. Le chardonnay, le pinot noir, tout ça, c'est des variétés d'un genre de plante, de vigne qui s'appelle vitis vinifera. Et en fait, aujourd'hui encore, là-bas, en Arménie, en Géorgie, ils font de très bons vins. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager là-bas il y a quelques années. J'étais impressionné. C'est très bon vin. Et du très bon cognac aussi. Le cognac arménien était très... Cognac, je dirais, brandy, parce qu'il y a cognac à cognac. Mais bon, ils font de très bons produits viticoles là-bas, en Géorgie, en Arménie. Mais de là-bas, la viticulture s'est répandue dans le Moyen-Orient, d'où il a disparu plus tard, pour une grande partie, à cause de l'islam.
Et je parlerai de l'islam plus tard. Mais c'est comme ça que la viticulture est arrivée donc, de la région de la Transcaucasie vers la Turquie, où ils font toujours du vin, et du bon vin même. Et ils vous diront que c'est chez eux que c'est là-bas que le vin a été, la viticulture a été inventée. Sauf qu'il n'y avait pas de Turcs à l'époque. Pardon? Non, il n'y avait pas de Turcs. C'est un petit détail. Et par après, donc, les Grecs sont devenus les grands spécialistes de la viticulture. Et bien sûr, les Romains. Et comme ça, Bacchus a voyagé. Il est descendu des montagnes du Caucase, il a parcouru la Turquie, il est arrivé en Grèce. Il aimait bien la Grèce. Il a continué. En Italie, il aimait bien l'Italie. Autant que même les Grecs aujourd'hui croient que Bacchus est un des leurs, c'est un Grec. Mais non, les Italiens croient que non, Bacchus est un des nôtres. Hein. Nous, on a perfectionné la viticulture. Et Bacchus, encore allé plus loin, est arrivé en Gaule. Et donc, ils ont dit ici, chez lui, là. Qui êtes-vous? La Gaule a dit, monsieur, qui êtes-vous? Passeport, s'il vous plaît. Et document pour montrer que vous n'avez pas le Covid. Alors, il est arrivé avec le don de la viticulture à la Gaule. Moi, j'adore le tableau. Il est très beau, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que... On fera un petit commentaire sur la vidéo. Ouais, ça, c'est à toi. Voilà. C'est vrai que les anciens Gaulois, vos ancêtres, les Gaulois, ne connaissaient pas le vin. Ils buvaient de la cervoise, de la bière. Astérix buvait de la bière, n'est-ce pas? Et du cidre, peut-être, mais pas de vin. Il est connu. Et ça, en fait, on peut dire que c'est les Grecs qui ont introduit le vin en France. Dans leur grande colonie, Massilia, Marseille, la ville la plus ancienne, dit-on, de la France, n'est-ce pas? Et c'est là que... Ville grecque. Ville grecque, oui. C'est là-bas que les Gaulois ont commencé à boire du vin. Mais le vin, à ce moment-là, c'est un produit d'importation, très cher. Comme chez nous au Canada, le vin français est cher parce qu'il est importé. Nous avons le vin canadien, mais il est cher aussi. Mais bon, je veux dire, quand un produit est importé de loin et c'est un produit de luxe, c'est cher, c'est normal. Alors, au début, le vin était quelque chose que pour les élites gauloises, qui payaient beaucoup. Il fallait apparemment, pour une amphore de vin, il fallait payer un esclave. Parce que comment est-ce qu'on payait? Comment est-ce que les Gaulois payaient les Grecs? Parce que les Grecs ne sont pas là, comme Bacchus, pour dire, voilà, du vin, servez-vous. Non, il faut payer. Hein. Bacchus était un peu capitaliste aussi. Hein. Et voilà, ils ont dû payer. Ils se payaient avec des esclaves et avec de l'étain. De l'étain venant de l'Angleterre. Il y avait déjà un commerce à grande distance en ce moment-là, parce qu'on avait besoin d'étain et de cuivre pour le bronze, pour tout cela, au Moyen-Orient, en Égypte, à Babylone, à Athènes. Et on venait chercher, l'étain venait surtout de la Cornouaille. Il passait par la France, et avec des intermédiaires, et comme ça, ils payaient avec de l'étain et des esclaves pour le bon vin. Mais je dis tout cela pour dire que le vin était tout de même très, très cher, le vin grec. Et les Grecs vendaient en effet leur vin aux Gaulois. Et ce n'est qu'autour de leur ville, oui, Marseille. On est très longtemps avant la période d'Astérix. Hein, là. Oui. Bien longtemps avant. Je parle de quelques 500 ans avant Jésus-Christ. Et ce n'est qu'autour de Marseille même qu'il y avait probablement quelques vignobles plantés par les Grecs. Mais c'est les Romains qui sont arrivés plus tard, avec César par exemple, qui ont introduit la viticulture même en France, qui ont commencé en Gaule même à planter la vigne. Et tout cela a eu un grand succès. C'est donc grâce aux Grecs, on pourrait dire, que les Français, les Gaulois ont pu commencer à apprécier le vin et à boire le vin, mais en petite quantité, justement pour les élites. Mais avec les Romains, la viticulture est arrivée. Et le vin, on a commencé à faire du vin en France. Et surtout qu'il y avait beaucoup de légionnaires romains qui sont venus s'installer. On parle d'une civilisation gallo-romaine, n'est-ce pas? C'était des Romains et des Gaulois mélangés, toi, hein? Un peu comme les Belges, quoi, un peu de tout. Hein? Alors, c'est comme ça qu'on a pu commencer. Et les premiers vignobles étaient ceux, bien sûr, du sud de la France, du Midi. Et on pense à la Provence, bien sûr, mais surtout, par exemple, on sait qu'un des tout premiers vignobles en France, c'était le vignoble de Gaillac. Et ce soir, je pense que c'est sur le programme, un petit vin de Gaillac. Ouais. C'est reconnu comme un... Et pourquoi... On va faire une dégustation de Gaillac. Et où est-ce que les Romains ont implanté leurs vignes? Surtout le long des rivières qui permettaient le commerce du vin, qui facilitaient le commerce du vin. On disait des fois
un bon vin a besoin de voir de l'eau. Voir l'eau, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a un bon vin, et que l'eau, les rivières permettent de vendre le vin sur les marchés lointains où on peut gagner pas mal d'argent. Et c'est à cause de ça, la vallée du Rhône, Saône, Seine, vers la Manche, vers l'Angleterre, vers la Flandre, vers le nord de l'Europe. Et d'autre part, au sud, sur la vallée de la Garonne, de la Méditerranée, le seuil de Naurouze, là où se trouve aussi la Tarn, et voilà, de Gaillac, et vers la Garonne, Bordeaux, et voilà Bourdigala, et voilà une ville romaine, et voilà l'Atlantique, la possibilité de vendre le vin à très loin, mais en Angleterre et même plus au nord. Parce que le commerce du vin a toujours été très important. Il y a dans le vin plusieurs choses, plusieurs aspects de la viticulture et du vin qui sont importants d'un point de vue historique. C'est la production, la consommation, mais c'est aussi la vente, le commerce du vin, n'est-ce pas? Et le vin comme symbole, il ne faudrait pas oublier ça non plus. Alors le vin a commencé à jouer un rôle dans la vie des Gaulois, déjà il y a 2000 ans. Et Bacchus s'est implanté, donc est arrivé en France. Il est toujours là, il est toujours là. Et on peut dire, est-ce qu'il se porte bien en France maintenant, Bacchus? Un peu moins bien que peut-être qu'auparavant, parce qu'il y a eu des moments d'un âge d'or, quelques âges d'or même, et un peu moins de temps en temps. Et aujourd'hui, je crois, quelqu'un m'a demandé si dans mon livre je parle aussi, je finis quand, quoi, la Première Guerre mondiale, deuxième, non, je termine maintenant, et avec les développements récents, où les Français ont commencé à boire nettement moins de vin, mais des meilleurs vins. Et parce que le vin de table comme ça, qu'on buvait encore en grande... Ça, c'est les années 60. C'est les années 50, 60, ouais. Ça, c'est un peu terminé maintenant. Alors voilà, c'est de tout cela qu'il s'agit dans mon livre. Mais bien sûr, de l'âge d'or de la viticulture en France, c'est le Moyen-Âge. Et pour plusieurs raisons. Parce que le Moyen-Âge, il n'y avait pas encore toutes ces boissons que nous connaissons maintenant. Il n'y avait pas encore le Perrier et la Coca-Cola et tout cela. Alors les gens, et l'eau était assez dangereuse à boire souvent. Alors on buvait du vin le matin, à midi, le soir et entre les repas. C'est pas une mauvaise idée, hein. Mais un vin avec nettement moins d'alcool qu'aujourd'hui. Mais on buvait du vin tout le temps, tout le temps. Et à cause de cela, et aussi l'Église, on avait la communion pain et vin. Alors l'Église avait besoin de vin. Alors on plantait la vigne partout. Même au Grand Nord, en Flandre, moi je viens de Gand, il y avait des vignobles à Gand, à Anvers, à Bruxelles, après disparu. Mais on peut faire du vin là-bas, mais pas de bonne qualité. Et pour l'Église, ce n'était pas important, la qualité était importante. Ça dépend. Ça dépend. J'ai servi la messe, donc en surplis et dentelle, etc. Donc, oui, pour certains. Ouais, pour certains, voilà. Alors le vin... Quand même pas complètement indifférent. Ouais. Le vin est très important. Le vin est important pour l'Église. Les grands seigneurs aimaient boire du vin, du bon vin. Et ce qui est important, c'est que les grands seigneurs, les rois, les comtes, les ducs, ils aimaient avoir leur vignoble. Et servir aux amis, aux collègues, leur vin. Qui est toujours, bien sûr, délicieux, mais formidable, si bon, même si ce n'était pas le cas. Mais c'est très fier, leur vignoble. Et par exemple, j'ai pas pu montrer, j'ai pas pu reproduire, mais il y a une illustration, un dessin du Moyen-Âge, avec le vignoble du roi sur l'île de la Cité. Derrière la conciergerie, il y avait un jardin planté de vignes. Et le roi était très fier, c'est mon vignoble à moi. Et fou, c'est vrai. Et aussi, il y avait des vignobles, par exemple, du côté du Panthéon, maintenant, sur la montagne Sainte-Geneviève. Oui, partout, il y avait des petits coteaux, oui. etc. Et il y avait beaucoup de vignobles sur les îles, tout ce qui... Oui, oui. Et on produisait du bon vin. Le vin français, comme on disait longtemps. Et on voulait le vin de France, c'est-à-dire le vin de Paris et des environs. De ce qu'on appelait plus tard l'île de France. C'était un vin très apprécié. Et la Paris avait l'avantage aussi, les vignobles parisiens avaient l'avantage de voir de l'eau. Parce que la Seine mène vers la Manche, vers l'Angleterre, vers la Flandre, vers les Pays du Nord, où il y avait une clientèle qui voulait payer pour le bon vin. Et il n'y avait pas de vin même.
Alors, c'est maintenant un peu là-bas, c'est un peu comme les Français au début qui devaient acheter le vin des Grecs. Maintenant, là-bas, les Anglais, les Flamands, les Hollandais, ils devaient acheter le vin de France, et pas du sud de la France, non, le vin parisien. Le vin parisien. Il était reconnu un bon vin, surtout du vin blanc, d'ailleurs. Ils aimaient le vin, parce que dans les régions septentrionales, le vin blanc se produit plus facilement que le vin rouge. Le vin rouge a besoin de plus de soleil. Alors, le vin parisien était important, il y avait du vin un peu partout ici. Alors, le Moyen-Âge, c'était l'âge d'or, dans un sens, pour le vin, parce qu'on buvait du vin partout, tout le temps. Et je veux dire que les Français, comme tous les Européens à ce moment-là, quand l'Europe s'appelait la chrétienté, ils buvaient du vin, parce que le christianisme, le vin est associé, le sang du Christ. C'est à cause de cela que le saint patron des vignobles est devenu Saint-Vincent. Dans d'autres pays, c'est Saint-Martin. Vous le savez? Non. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des saints, qui étaient des saints. Mais moi-même, un peu moins. Mais Saint-Martin, c'est le patron de saints en Allemagne, par exemple. Mais en France, on a choisi Saint-Vincent. Parce que le nom est irrésistible. Saint-Vincent. Ah, yes! Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Parce que Saint-Vincent, selon la tradition, est un saint espagnol qui n'a rien à faire avec le vignoble de vin. Mais son nom, monsieur. Mais en France seulement. Parce qu'en Allemagne, Vincent, alors c'est Saint-Martin. C'est la fête de Saint-Martin, c'est la fête du vignoble. Mais ici, on voyage en France. Je me souviens passer quelque temps en Champagne. Et là-bas, à Ambonnay, à côté de Bouzy, au Berge Saint-Vincent. Bouzy. Le Bouzy rouge, tu connais? Oui, je connais, très bon. Le coteau champenois, le rouge, oui, je connais. En fait, je connaissais très bien un des vignobles, des vignerons que je connais là-bas, était spécialiste de cela. Alors, le vin était associé au christianisme, bien sûr. Et les chrétiens, les Français, et les autres bons chrétiens, étaient donc des œnophiles. Œnos, c'est le mot grec de vin. L'œnologie, c'est les spécialistes, c'est la connaissance, l'étude des vins. Moi, je ne suis pas œnologue, je suis œnophile, j'aime le vin. Hein. Mais il y a des œnophiles, oui, et des œnophobes, ceux qui n'aiment pas le vin. Alors, les chrétiens sont œnophiles, mais les islamiques sont œnophobes. Et moi, j'explique dans un chapitre, un petit chapitre. Enfin, officiellement. Officiellement, oui, c'est ça, officiellement. Oui. Mais j'explique, j'interprète les croisades comme un grand conflit entre œnophiles et œnophobes. Et les œnophiles étaient en même temps des porcophiles, ils mangeaient des porcs. Et les autres étaient des porcophobes. Et c'est vrai que c'est très important de comprendre cela. Parce que vous savez peut-être qu'un des philosophes allemands qui a inspiré Marx, des néo-hégéliens, était Ludwig Feuerbach. Ça vous dit quelque chose, Ludwig Feuerbach? Ouais. Et Feuerbach a dit, en un bon allemand, man ist, was man ist. Ce qui, on pourrait traduire, en se trompant, on est ce qu'on est. Mais non, c'est on est ce qu'on mange. Et c'est vrai que on est ce qu'on mange. Oui, je fais le commentaire pour ceux qui verront la vidéo, très bref. C'est un des aspects du matérialisme, ouais, ce genre de matérialisme. Moi, je t'allais dire ça. Voilà. Ah, excuse-moi. Il est trop enthousiaste. Non, c'est bon. Là, c'est vrai, c'est le matérialisme, c'est ça, oui. Mais moi, je veux dire avec Feuerbach, non seulement on est ce qu'on mange, mais on est ce qu'on boit. C'est la même chose, en fait. Boire et manger. Le boire et manger, il y a de bons livres là, sur l'histoire du boire et du manger. Alors, tout ça, c'est en fait très important. Et il y a un anthropologue, on dit en français, un anthropologue américain, Marvin Harris, que j'admire beaucoup, qui a écrit un livre sur les raisons pour lesquelles les musulmans et les juifs ne mangent pas de porc et les chrétiens si. Et aussi, on peut utiliser la même façon de penser, de discuter, pour expliquer pourquoi ils ne mangent pas, ils ne boivent pas le vin. Et c'est donc très important. Il explique d'un point de vue anthropologique. Le vin, la production et la consommation du vin sont possibles, sont faciles et sont logiques et raisonnables. Et en fait, sont à encourager dans certaines conditions. Et dans d'autres, non. Par exemple, le vin, parlons de consommation.
quand nous buvons de vin dans un local, dans une température comme ici en France aujourd'hui, le vin, ça, c'est très bon. Mais quand il fait très chaud, on est au milieu du Sahara, au Moyen-Orient, le vin, dangereux. Tu vois, l'alcool, en fait, la consommation d'alcool est beaucoup plus dangereuse dans les pays chauds que dans les pays frais, n'est-ce pas? Mais c'est ça la consommation. Mais la production, dans les pays dans les régions, comme le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, où les terres fertiles sont rares, où il y a un oasis là-bas et peut-être une vallée, il y a très peu de terres où on peut cultiver, par exemple, certains légumes, certaines choses dont on a besoin pour manger. Il n'y a pas de place pour les vignobles, parce que les vignobles, ça a besoin de collines, comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Et ce n'est pas assez d'eau pour que les cochons soient en bonne santé et pour que le porc soit mangeable. Donc, il y a des conditions qui vous disent, qui rendent presque impossible la cultivation de la vigne et la production de cochons, donc l'élevation de cochons, l'élevage de cochons. Et c'est donc tout ça, c'est encore une fois ce que tu dis, c'est le matérialisme dans l'approche historique qui le dit. En fait, c'est le vin, comme manger le porc, a joué un rôle très important. Presque tout le monde, tous les historiens veulent vous faire croire que l'avance de l'islam en Europe s'est arrêtée à Poitiers, grâce à Charles Martel qui a gagné la bataille. Bah, c'est des bullshit, comme on dit chez nous. C'est des bullshit. C'est pas vrai du tout. Parce que par après, il y a encore eu d'autres batailles. Et les musulmans sont encore restés à Toulouse pendant des années. Mais ce qui s'est passé, c'est que le message de Mahomet, de Mohamed Mahomet, de ne pas boire du vin. Il n'est pas dit interdit. Non, il n'est pas dit, c'est pas conseillé. Pas boire de vin. Il n'est pas manger du porc. C'est très intelligent. Dans le nord de l'Afrique, dans le Moyen-Orient, où en effet, ce n'est pas une bonne idée d'essayer d'avoir des vignobles quand il y a le désert et quand les oasis sont trop petits. Il y a besoin de l'eau pour faire autre chose. Donc, et la même chose, boire le vin et manger du porc, c'est risqué. Et même si vous voulez le faire, il y aura des problèmes sociaux, parce que ce sera pour les élites seulement et les autres n'auront rien mangé. Si, par exemple, dans une oase, quelque part, vous voulez absolument élever faire la viticulture et élever les cochons, il n'y aura rien mangé pour les autres. Il y aura seulement les produits de luxe. Alors imaginez un monde, peut-être nous sommes en route vers un tel monde, où il n'y a que les produits de luxe pour les riches et rien pour les autres. Mais je pense qu'il y aurait de grands problèmes sociaux, ne penses-tu pas? Parfaite illustration... J'en rajoute sur le côté matérialiste et marxiste du célèbre, entre autres du célèbre passage de Marx dans la préface de la critique de l'économie politique, l'avant-propos, où il rappelle que c'est la manière dont nous sommes capables d'assurer notre existence qui détermine la manière dont nous pensons, et non pas l'inverse. Oui, c'est ouais. C'est ce que tu viens, c'est ce que suggère Feuerbach, c'est ce que va clarifier encore bien davantage Marx dans sa variante de matérialiste à lui. Ouais. Alors voilà, c'est de ce point de vue que j'essaye d'expliquer, je parle un peu des croisades. Voilà, on continue, nous sommes maintenant dans les temps modernes. Et là, il y avait toutes sortes de changements en ce qui concerne la production, la consommation de vin, parce qu'il y a eu tout d'abord la petite ère glaciaire, quand le temps est devenu beaucoup plus froid, ici en Europe, et comme il y a eu des hivers très durs, et quand en fait la viticulture en a souffert, et on a dû arrêter tout à fait d'essayer de produire du vin dans les contrées septentrionales, comme la Flandre par exemple. Mais ce qui s'est passé aussi, il y a eu quelques révolutions tout de même, parce que par exemple, il y a d'autres boissons qui sont arrivées sur scène. Avec les grandes découvertes, il y a le thé qui est arrivé, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès en France, mais surtout en Angleterre et en Hollande par exemple. Mais les Français, comme les Belges, ne sont jamais venus de grands buveurs de thé. Mais d'autre part, une autre boisson est arrivée sur scène qui a eu du succès avec les élites aristocratiques et ecclésiastiques, c'est le chocolat. Boire le chocolat. C'était très cher.
Et c'était le roi et les aristocrates qui buvaient du chocolat. Comme ça, ouais, c'est ça. Dans le salon des aristocrates, on buvait du chocolat. J'ai une belle photo là-dessus. On buvait du chocolat. Et tandis qu'une autre boisson qui est arrivée, c'était le café. Et le café, bien sûr, est devenu très populaire, aussi en France. Et le café qui a un autre effet. Les gens c'est difficile à dormir quand on a bu du café. Quand on a bu du café. Et le café fait discuter. Alors dans les cafés qu'on a commencé à ouvrir vers 1700, comme le Procope par exemple, très loin d'ici, ils sont venus, les bourgeois, la bourgeoisie est arrivée là, les philosophes, Voltaire, Rousseau, des gens pour discuter un peu comment on pouvait peut-être changer le monde. Dans les aristocrates, en buvant du chocolat, ils discutaient, ouais. Ils flirtaient un peu avec les nouvelles idées. Mais la conclusion est toujours que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour rien changer. Mais on peut comprendre néanmoins qu'à partir de ce moment-là, et jusqu'à ce moment-là, ils aient produit quand même, d'un point de vue notamment philosophique et scientifique, des choses plus intéressantes à l'époque où ils se dopaient au café que maintenant où ils le font à la cocaïne. Oui, mais il n'y avait pas encore la cocaïne. Moi, je parle de ce qu'il y avait dans le temps. Alors, je veux dire, alors, à la veille de la Révolution, donc les aristocrates se rencontraient dans leur salon, ils buvaient du chocolat, ils discutaient un peu, et à la fin, tout va pour le mieux, pas dans le meilleur des mondes. Dans les cafés, la bourgeoisie buvait du café, discutait, oui, il faut tout changer, mais ils ne faisaient rien non plus. Mais la plèbe, les plébéiens... Lisaient déjà des journaux. Oui, des journaux, oui. Les journaux, oui. Une partie du comité de propagande. Eux, ils n'étaient pas invités dans les salons. Et les cafés, comme Procope, étaient trop chers. Où est-ce qu'ils allaient? Ils allaient dans les guinguettes. Dans les guinguettes, juste au-delà de la douane, n'est-ce pas? Où les prix étaient nettement moins élevés, parce que le vin était très très cher, beaucoup trop cher à cause des droits douaniers. Des droits de la douane, donc au-delà des portes de Paris, des autres droits, il y avait on appelle la banlieue. La taverne. Et dans la taverne, on était toujours heureux de boire, parce que le vin était beaucoup moins cher là-bas. On y allait le week-end, par exemple, et on rencontrait toutes sortes de gens intéressants. Mais à un moment donné, les taxes sont devenues beaucoup plus élevées. Et surtout quand, en même temps, le pain devint rare, il y avait des sortes de problèmes. Le prix du pain était trop élevé, et le prix du vin était beaucoup trop élevé. Et alors là, on était mécontents dans les guinguettes. Et là, ils ont dit, il faut faire quelque chose. Alors, au lieu des aristocrates qui ont dit, oh, tout va bien pour nous, ou les bourgeois dans le café qui ont dit, ouais, il faut changer tout, mais on ne change rien. Et ils se sont dit, on y va. Et ils ont commencé, la révolution a commencé. J'exagère un tout petit peu. Ma femme sait que j'exagère une fois, 2 fois par an, pas plus. Hein. Mais cette fois, je vais exagérer un peu. Tu raccourcis. Oui. La révolution a commencé dans la guinguette. Ouais, c'est pour que ce soit plus facile voilà. pour comprendre. Oui, certes. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Alors, la révolution, on peut dire, a commencé dans la guinguette. Parce que c'est des guinguettes qui sont sorties pour attaquer, pas la Bastille, par après. Ils ont commencé à attaquer les grandes barrières, les portes douanières ici, qui avaient été construites par l'architecte Ledoux, qui étaient comme de grands monuments, comme des temples presque, hein, et où ils devaient payer. Il en reste quelques-unes. Hein, oui, la rotonde de la Villette, par exemple. Même Saint-Denis, la porte Saint-Denis, Saint-Martin. Oui, il y a plusieurs. Alors, oui, c'est dans la guinguette donc que les travailleurs, les gens ordinaires, la plèbe, a décidé qu'ils en avaient assez, que le vin était beaucoup trop cher en ville et allait devenir même plus cher. Et voilà, ils ont décidé d'agir. Et ils ont attaqué, comme tout le monde le sait, la Bastille, mais sur d'autres circonstances. Mais même avant l'attaque de la Bastille, avant la prise de la Bastille, le 14 juillet, même le soir du 10 juillet, les émeutes ont commencé. Et c'est des gens qui sont sortis des guinguettes et qui ont attaqué les portes donc du murant Paris, qui fait murmurer Paris, comme on disait, le mur des fermiers généraux. Fortification.
Non, ça c'est plus tard. C'était plus tard. C'est la même chose. C'était c'est le même principe. Oui, le même principe. Et eux, ils ont attaqué et incendié ces portes-là. Et alors, c'est ces mêmes gens, en fait, qui, quelques jours plus tard, ont pris la Bastille. Alors, dans un sens, on peut dire que c'est là que tout a commencé. Et dans les guinguettes, on buvait surtout le vin blanc. Ah, le petit vin blanc, c'est le vin de nos gens qu'on buvait là-bas. Du vin bon marché, parce qu'il était nettement meilleur marché dans les guinguettes qu'à l'intérieur de la ville de Paris. Et en fait, la Révolution a dû supprimer les droits douaniers autour de la ville, jusqu'à Thermidor. Quand la bourgeoisie est arrivée au pouvoir, ils ont réintroduit les taxes sur l'importation de vin, etc. Et Napoléon a confirmé tout cela. Mais bon, pour le moment, c'est tout de même la Révolution qui a commencé, on pourrait dire, dans un sens, dans les guinguettes, dans les tavernes, où les gens allaient boire du vin blanc. Et quelques jours après la chute de la Bastille, le roi est venu de Versailles à Paris, et il est venu visiter l'hôtel de ville, n'est-ce pas? Et là, il a offert du vin, pour apaiser les gens, il a offert du vin blanc. Et tout le monde a bu à sa santé. Du vin blanc à l'honneur du roi. Le vin d'honneur, comme on dit, n'est-ce pas? C'est une tradition d'offrir le vin d'honneur aux grands personnages qui apparaissent parmi nous. Et voilà, un grand succès, pour ainsi dire. Mais quelques années plus tard, c'est la plèbe qui a visité le roi chez lui, dans le palais des Tuileries, vous le savez, en juillet 1792, n'est-ce pas? Et là, ils ont surpris le roi dans son appartement même. Et non, ce n'est pas encore, je ne parle pas encore du 10 août où ils ont chassé le roi. Non, chassé le roi de son palais. Non, ils ont visité. Et ils l'ont forcé à boire du vin à la santé du peuple. Parce que maintenant, la situation a changé. Et encore une fois, le symbolisme du vin. Ils ont dit, toi, pas vous, toi tu bois à notre santé. Parce que maintenant, le peuple est souverain. Et moi, j'ai un bon œil pour ces détails-là. Il y a des dessins de là-bas. Et le vin qu'on lui force de boire à leur santé, c'est un vin rouge. Plus de vin blanc. Parce que le blanc, comme le bleu, était la couleur de la monarchie. Et le rouge était la couleur de la Révolution. Et en fait, le roi devait boire le vin rouge. C'était aussi une grande valeur symbolique. Et désormais, les Parisiens, les Français ordinaires, ont commencé à boire le vin rouge et plus le vin blanc. Et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, en fait, mon père, qui faisait des affaires en France, de temps en temps, de la Belgique, on venait en France, et on s'arrêtait à Cassel ou à Dunkerque. Et le matin déjà, on entrait quelque part dans un café pour boire un café, et ils étaient déjà là, buvant un coup de rouge. Le coup de rouge, c'était vraiment la boisson de l'ouvrier, du matin déjà, presque après de tout, un coup de rouge, même des fois le cognac aussi. Mais alors là, je me souviens de ça, le coup de rouge. Et c'était vraiment le symbole, le français le ordinaire, il buvait un vin rouge, pas de blanc. Maintenant, le vin blanc est devenu à la mode, n'est-ce pas? Il y a du symbolisme là-dedans aussi. Une expression que tu as peut-être connue à la même époque, en tout cas en France, classique, qui est équivalente du coup de rouge, puisque c'était toujours du rouge, c'était l'apéritif du déménageur. Du déménageur. Tu n'as pas connu ça? Non. L'apéritif du déménageur, ben justement, parce que les déménageurs, c'était les costauds, les forts qui charriaient les trucs, etc., comme les forts des Halles, ils avaient le Beaujolais nouveau, etc. Le coup de rouge, c'était aussi dans les milieux bourgeois, dans lesquels je suis né. Quand on buvait un coup de rouge, c'était l'apéritif, mais ce n'est pas l'apéritif chic, justement souvent du vin blanc ou un vin blanc liquoreux. C'était du rouge, donc à ce moment-là, quand c'était du rouge, c'était l'apéritif du déménageur. Travailleur de force, de costaud qui charriait les meubles, etc. C'est bien. Alors le rouge est devenu le vin populaire, quoi, de l'homme de la rue. Et je vais terminer parce que j'ai déjà parlé trop, mais je vais... j'ai encore quelques minutes. Tu as encore 20 minutes pour couvrir le reste le magasin qui est en cours. Ben, j'allais encore dire ceci, c'est que la viticulture a joué un grand rôle dans le développement du capitalisme en France. Et je ne veux pas dire seulement parce que le vin est un produit très important du commerce, qui a bien sûr créé des fortunes. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de grandes fortunes en France grâce à la viticulture, n'est-ce pas? Quand je réfléchis, quand je pense à ce que
Mon premier voyage dans les vignobles en France, c'était il y a 30 ans. On arrivait dans le Bordelais, et je me souviens visiter Château Bechevel et acheter quelques bouteilles. Et j'en arrêt à Saint-Émilion, à Château Canon, acheter quelques bouteilles. Et aujourd'hui, je regarde ces prix-là. Je me souviens acheter du mouton Rothschild. Et j'étais étudiant encore. Et j'ai payé $15. $15, bien sûr, dans le temps, c'était tout de même pas peu. Mais je me permettais d'acheter une bouteille de mouton Rothschild. Maintenant, je regarde une bouteille de Rothschild, c'est 800 €, quelque chose comme ça. C'est fou. C'est fou. J'ai été invité récemment par quelqu'un qui a du bon vin, mais c'est toute une histoire là. Et il a ouvert une bouteille de cheval blanc. J'ai regardé, vous trouvez, pour acheter une bouteille de cheval blanc maintenant, $1200 pour une bouteille. Alors, les prix. Alors, je veux dire qu'on gagne beaucoup d'argent en produisant, en vendant du vin. Donc, la production et le commerce du vin a créé des fortunes. Et de ce point de vue, on peut dire que le vin a stimulé le développement du capitalisme en France. Mais d'autre part, la viticulture a ralenti le développement du capitalisme dans la France profonde, dans les provinces, dans la campagne. Et là, je veux contraster avec l'Angleterre, où il y a aujourd'hui un petit peu de viticulture. Vous savez, le capitalisme, il y a beaucoup de gens qui croient, qui sont convaincus, et ils ont dans un certain sens raison, que le capitalisme est lié au commerce surtout, et surtout le commerce international. On peut dire que le capitalisme est né au temps des grandes découvertes, comme on dit, n'est-ce pas, avec la conquête du Nouveau Monde, par exemple. Et bien sûr, le travail forcé des indigènes et des Noirs, l'esclavage, etc. Tout cela est lié au développement du capitalisme. Mais le capitalisme, en fait, on peut dire, a commencé en Angleterre, surtout avec la concentration par les seigneurs, les grands seigneurs aristocratiques, qui étaient les grands propriétaires terriens, et qui ont voulu concentrer leurs terres afin de pour améliorer, comme on disait. Ce qui voulait dire rationaliser la production en maximalisant la productivité, c'est-à-dire comme ça on aura besoin de moins d'ouvriers qui devront partir. Donc la commercialisation, la capitalisation de l'agriculture en Angleterre, aussi, dont aussi un des grands aspects était l'enclosure, comme on dit en français. On a amuré les domaines et on a aussi privatisé toutes les terres communes qui existaient dans les anciens régimes aussi en France, où n'importe qui pouvait venir battre ses animaux, par exemple, et venir chercher du bois, etc. Tout ça a été éliminé en Angleterre, au détriment donc, des petits... L'Angleterre n'a pas fait de sa révolution bourgeoise. Non, mais ça, je vais revenir, oui. C'est ça, je parlais de la révolution. Alors, tout cela voulait dire que beaucoup de paysans sont devenus de trop. Ils avaient deux possibilités. L'armée de réserve. Oui, l'armée, oui. Aussi pour l'émigration intérieure ou extérieure. L'émigration vers les nouvelles villes industrielles, Manchester, etc. Ou bien vers le Nouveau Monde, le Canada par exemple, où là on pouvait continuer sa vie d'agriculteur, mais bien sûr sur les terres volées des indigènes, c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais en France, on dit toujours pourquoi les Français n'ont pas immigré en masse au XIXe siècle, comme les Anglais, comme les Écossais, comme les Irlandais, comme les Allemands, comme les Italiens. Eh bien, c'est à cause de la viticulture et la Révolution. Parce que la Révolution a aussi, bien sûr, confisqué toutes les terres appartenant à l'Église. La décléricalisation de la ville était un seul aspect donc de la politique anticléricale du gouvernement républicain qui a fermé les monastères et vendu leurs terres. Au Moyen-Âge, je crois que c'était 30% du foncier exploitable en France qui étaient des biens d'église, de monastères, etc.
en Bourgogne, tous les vignobles appartenaient soit à Cluny ou au grand monastère de la région. Maintenant, c'était fermé. Et on a vendu aux enchères les lopins de terre. Et bien sûr, beaucoup de ces vignobles-là étaient trop chers pour être achetés par des petits paysans. Mais tout de même, je ne vais pas raconter des détails, mais c'était possible pour pas mal de petits producteurs d'acheter une seule hectare de vignoble. Et aujourd'hui encore, par exemple, il y a de grands vignobles en Bourgogne, par exemple le Clos Vougeot, où il y a maintenant, auparavant, un seul vignoble appartenant à le monastère, je pense à le monastère de cisterciens, comment s'appelle-t-il? En tout cas, aujourd'hui, c'est 100 petits vignobles, 100 petits vignobles. Et aujourd'hui encore, on peut subsister, une famille peut subsister sur 1 hectare. En Champagne aussi, 1 hectare seulement. Alors, vu le prix du ouais. produit. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, même dans le temps déjà. Donc, en achetant 1 seule hectare, grâce à la révolution, c'était possible. Un viticulteur pouvait survivre, et ça fait sa famille. Et c'est pour ça que les paysans de la Bourgogne, les agriculteurs, les viticulteurs, n'ont pas dû partir pour les villes industrielles comme leurs collègues anglais. Ils n'ont pas dû partir pour chercher du travail dans les usines. Ils n'ont pas dû partir pour le Nouveau Monde. Ils ont pu rester chez eux, dans leur village. Et voilà, et c'est comme ça. Mais au nord de la France, où il n'y avait pas de viticulture, ces gens-là, ils sont plus partis travailler dans les mines de Lens, ou dans le textile à Roubaix, ou à Tourcoing, ou à Lille, n'est-ce pas? Ou quand même aussi dans les colonies, c'est les gros bataillons ils ont parti, coloniale. Oui, ils ont dû partir. Des régions déshéritées. Oui, ils ont dû justement, partir. entre autres choses, des régions où il n'y avait pas de vignoble. Ouais. Ou très peu. Ouais. Alors, comme ça, donc, on peut dire que grâce à la viticulture, la France rurale a pu continuer un peu, comme auparavant. Tandis qu'en Angleterre, tout a changé, et le capitalisme vraiment a triomphé. En France, beaucoup moins. Et on dit cela, tout cela va changer aussi beaucoup plus tard, au XXe siècle, j'en parle de ça dans mon livre, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Mais voilà, donc la Révolution a eu une grande influence, le vin, je veux dire, a joué un rôle important dans la Révolution. Je sens que tu es à la conclusion, mais qu'il reste comme quelques minutes, et que je me permets de te solliciter, puisque on en a parlé tout à l'heure. On a évoqué la période des années 50-60, où là, c'est sous la pression, c'est les fameuses 30 glorieuses, qui ont pas bon, peu importe, il y a eu un phénomène qui touche fortement, et je pense que c'est ce à quoi tu fais allusion, c'est que dans le midi de la France, c'est là qu'on faisait les piquettes, etc. On est arrivé à requalifier tout ça, mais parce qu'il y a eu un remembrement complètement différent qui s'est fait, c'est la grande époque des coopératives, du crédit agricole, etc. Pendant cette période-là, il y a eu toute cette partie agricole, et ça notamment, tu ne l'as pas connu, mais ce sera bref. Moi, j'ai connu les grandes grèves d'agriculteurs où les agriculteurs, sur leur tarteur, bloquaient les routes de France. J'ai connu ça. J'étais derrière dans la Mercedes des parents. On partait en vacances. Voilà. Faire cette tropez. Non, on habitait on allait dans ces propriétés de Normandie justement. Mais bon, peu importe. Et donc, j'en disais très jeune, mais ça a marqué. Et ça a été une refonte complète du foncier, de son organisation, un remembrement, non pas sur le thème, pas du tout de la manière anglaise, justement, puisque ça s'est fait au travers des coopératives à cette époque-là, mais aussi avec, qui ont donné après, de certains petits producteurs, y compris les producteurs à la mode aujourd'hui, de vins dits naturels, etc., parce qu'à cette époque, il y avait de la grosse quantité qui se faisait, y compris par des petits viticulteurs qui n'étaient pas du tout compétitifs, ou des industriels de la chose qui donnaient le Kiravi, le GVOR et les machins comme ça. Et ça a été complètement transformé, c'est ce à quoi tu faisais allusion, je suppose, quand tu disais, on est passé après à un autre niveau, puisque le vin, c'était le vin de tout le monde, puis après il s'est transformé, notamment les piquettes sont devenues des vins de qualité, ce qui a fait un nouvel âge d'or du vin en France, en Gaule.
le Languedoc. Enfin, je sollicite peut-être ce que tu voulais dire, mais enfin, Non, mais tu peux peut-être dire un mot là-dessus. je ne vais pas penser à parler encore du 19e siècle, parce qu'autrement, on sera encore là à minuit. Mais c'est vrai que 5 minutes. c'est vrai que le Languedoc-Roussillon était la terre promise de la production en masse de vin ordinaire. Exactement. En fait, c'est ce vin-là qui ont en fait tué la viticulture à Paris et dans les environs ici. Parce qu'à un moment donné, les viticulteurs ici produisaient du petit vin blanc pour les Parisiens. Mais à un moment donné, donc avec surtout la construction des chemins de fer, ils ne pouvaient pas faire la concurrence au vin bon marché, mais meilleure qualité, du Beaujolais par exemple, d'abord. Et par après, surtout du Languedoc, quand le chemin de fer a été construit commençant des années 1850, donc le vin de Languedoc a commencé à arriver à Paris, et là c'était la fin des vignobles. Ici, on a vendu ces terrains, et là il reste encore un vignoble maintenant à Montmartre, toujours là, derrière le Sacré-Cœur. Il est toujours là, un petit lopin. Dernière nouvelle, il reste un petit bout, je crois. Ouais. Et là, c'était la production de masse. Là, il y en a 2, 3 comme ça. Georges Brassens. Oui, Claude Morillon, non? Claude Morillon ici. Le Morillon, c'était le Pinot Noir, c'est-à-dire l'ancêtre du Pinot Noir. Pour la petite histoire, j'aurais dû t'en parler avant, j'ai une vidéo là-dessus, je pense qu'il existe toujours, en bas de la rue, dans un jardin partagé, mais du plus ancien logement social de France, celui qui a été fait en 1928, là au 156 de la rue Losserand, il y a des Portugais qui sont parmi les premiers habitants, puisque il y a eu les Gitans et les Portugais qui sont sédentarisés là-bas, à peu près dans les années 30. Et dans un des jardins partagés ultra populaires qu'ils ont fait là-bas, il y en a un qui a réussi à faire pousser une petite vigne qui récolte tous les ans, y compris avec une treille. Il a 2 cépages, je peux te dire. Si on a le temps un jour, je te ferai visiter. Je ne sais pas s'il en fait du vin. Je ne crois pas que la production est quand même très réduite, mais pourquoi pas. Mais ça, donc c'est devenu anecdotique à Paris, le vignoble. Mais c'est ça que je voulais dire. Au Moyen-Âge, dans les grandes villes comme Paris, et aussi comme Gand par exemple, les bourgeois nantis avaient pas de petits jardins, mais de petits vignobles, des clos emmurés, comme ça, parce que c'était précieux. Et pour maximaliser la production sur un petit terrain, on installait des treilles. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est le jus de treilles, n'est-ce pas? C'est ce qu'a fait Et il y avait des treilles partout. Porthos, là-bas. Oui. Et chaque bourgeois était fier de son petit vignoble, d'abord, comme le roi était fier de son vignoble. Et comme la qualité n'est pas très bonne, en fait, c'est joli à voir. Hein? C'est joli à voir. Et quand elle n'est pas bonne, le bourgeois, propriétaire du clos, buvait du vin importé de Beaune, le vin de Beaune, de bon vin. Mais il vendait son vin aux voisins. Ils avaient des portes qu'on pouvait ouvrir. Et là, les voisins venaient avec leur grande carafe, le pot, pour acheter 1 litre de vin du bourgeois même. Et pour acheter, comme ça, c'était moins cher que d'aller dans les tavernes. Du producteur au consommateur. Ouais. Et il y avait beaucoup de clos comme ça. Et aussi des closeries, c'est des noms qu'on retrouve encore dans beaucoup de villes. Clos, closeries, et c'était là, ça existait dans beaucoup de cas, dans beaucoup de villes. Voilà. Et c'est des lilas dans le quartier. Et c'est à cause de cela que à Paris, on a créé la loi des 40 lieues, je crois. Ça vous dit quelque chose? Non, je ne la connais pas. Eh bien, il faudra lire mon livre. Il faut lire le livre. Ouais, à un moment donné, les bourgeois producteurs de vin, à côté bien sûr, il n'y avait pas mal de concurrence, parce qu'autour de la ville, les vignerons, qui avaient auparavant au Moyen-Âge produit des vins de qualité pour vendre en Flandre et en Angleterre, comme il y avait une croissance démographique énorme à Paris, ont compris que c'était plus facile de changer, au lieu de planter donc, les grands cépages nobles pour produire peu de bons vins, parce que qualité et quantité, c'est l'un ou l'autre. Ils ont compris qu'en plantant les gros plants, genre comme les gamay, qui produisent un vin de moindre qualité, mais beaucoup plus de quantité, pour vendre en ville à Paris. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire ça. Ils ont donc replanté.
Et là, les bourgeois de Paris ont été mécontents parce que maintenant les gens pouvaient acheter ça. C'est à cause de ça qu'ils ont fait passer par la ville une loi, un règlement qui interdisait au vin produit autour de Paris, dans l'île de France, pour continuer d'être vendu à Paris. Et c'est pour ça, à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on a vendu ces vins-là dans les guinguettes. Tu vois? Alors c'est comme ça que les buveurs de vin devaient sortir de la ville et pouvaient toujours acheter un pot de vin chez le voisin bourgeois, mais c'était toujours moins cher et plus amusant d'aller boire dans les guinguettes où il y avait toutes sortes d'ambiances, n'est-ce pas? Plein d'autres agréments. Oui, plein d'autres agréments, oui. Pour tout le monde, presque. Ouais. Bon, il y en a qui existent toujours. C'est plus tout à fait exactement la même ambiance, ni forcément la même clientèle, mais ça existe encore. Ouais, d'accord. Donc, eh bien, écoute, on peut conclure là-dessus. Ouais. Donc, pour ceux qui ont participé à tous égards, après l'effort, le réconfort. Ouais. En attendant, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand les filles sont belles du côté de Nogent, et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bas, dans les prés, du côté de Nogent. À ces jeux charmants, la taille souvent prend de l'avantage, que ça n'est pas méchant, que ça finit.